Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en Ukraine? Alors, l'Ukraine, j'en ai déjà parlé. Je ne vais pas refaire un historique sur ce pays parce que y a encore aujourd'hui beaucoup d'interprétations et de gens qui ont une façon de voir l'histoire de ce pays, entre autres le fait que les Ukrainiens seraient alors à l'origine des Russes, ce qui n'est pas faux, mais pas forcément vrai aujourd'hui, en ce qui concerne les origines même de la culture russe. Donc je ne vais pas revenir sur cet historique de ce pays, pour donner justification, qui a raison ou qui a tort de réclamer que la Crimée fait partie de l'Ukraine, mais non, alors en fait, maintenant ça fait partie de la Russie, etc. Enfin, de toute façon, vous connaissez, si vous suivez les vidéos, et si vous êtes un tant soit peu alerte de ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine et de ce qui s'est passé il y a maintenant plusieurs années avec ces différentes révolutions jaunes, comme on les appelle, jusqu'à la période de Maïdan qui est à l'origine de tout ce bordel qui est aujourd'hui devenu l'Ukraine. Pour ceux qui n'auraient pas suivi très brièvement, nous avons un pays qui s'appelle l'Ukraine, qui est un des pays qui a hérité finalement de 70 ans, ou un petit peu moins, puisque si un petit peu moins, puisque c'est après la Seconde Guerre mondiale. Enfin, de toutes les manières, la Russie, l'URSS telle qu'on l'appelait, a été assez, je dirais, influente sur l'Ukraine, puisque l'Ukraine a été quand même un pays satellite, comme on l'appelait, de l'Union soviétique. Et d'ailleurs, je rappelle que la Crimée, qui était à l'origine russe, puisque les Russes étaient des possesseurs de la Crimée depuis, je crois, la fin du XVIIIe siècle, je crois 1886, quelque chose comme ça, a décidé, tout du moins c'est le premier secrétaire du Politburo de l'époque, qui était Nikita Khrouchtchev, qui a décidé de rétrocéder la Crimée à l'Ukraine, tout simplement parce qu'il aimait la Crimée, et que lui-même venant d'Ukraine, je crois, si ma mémoire est bonne, quoique peut-être il n'est pas forcément ukrainien, enfin il avait quand même un lien affectif avec cette région, et donc il a décidé donc d'incorporer, on va dire, de rétrocéder la Crimée à l'Ukraine. Et bien aujourd'hui, la Crimée est redevenue russe. Mais évidemment, cette on va dire, annexion n'est pas reconnue aujourd'hui par la communauté internationale, considérant que les Russes ont entravé leur accord de respect de la souveraineté des frontières, de la souveraineté territoriale des anciens pays satellites de l'Union soviétique. Mais force est de constater qu'aujourd'hui on est dans un contexte un peu particulier, puisque ce qui s'est passé avec Maïdan, ce qui s'est passé par la suite, et qui a mené cette situation, c'est tout simplement une opportunité de la part des Ukrainiens de se venger contre les Russes, et plus particulièrement des Ukrainiens russophones. Beaucoup de médias, beaucoup de presse qui étudient la question ont une fâcheuse tendance un petit peu à oublier ce qui s'est passé à Odessa, par exemple, dans la fameuse maison du peuple, ou la maison des syndicats, je ne sais plus. Et pour cause, puisque plusieurs Ukrainiens russophones ont été littéralement massacrés dans cette maison du peuple. Donc évidemment, c'est un épisode qu'on occulte très souvent. Et vous avez à l'Est ce qu'on appelle aujourd'hui la République du Donbass. En réalité, ce sont le Donetsk et Lugansk qui sont deux régions de l'Est de l'Ukraine qui ont autoproclamé leur indépendance, ou tout du moins leur autonomie, au détriment évidemment de l'autorité souveraine de Kiev. Donc vous avez aujourd'hui une guerre qui est toujours en cours, qui est un petit peu en statu quo, on va dire, en matière d'action militaire, même si les Ukrainiens ont une fâcheuse tendance à tirer sur le territoire de Donbass, comme aussi des fois le Donbass tire un peu sur les positions de l'Ukraine. Et en cela, évidemment, en totale contrariété avec l'accord Minsk II, qui avait été signé par les différents belligérants, en attendant de voir comment on pourrait sortir de cette situation. L'arrivée du nouveau président ukrainien donnait de l'espoir de voir la situation s'améliorer et d'essayer de trouver des compromis
avec à la fois les Ukrainiens pro-européens et les Ukrainiens russophones pro-russes, sauf qu'on a très vite déchanté, puisque ce président a littéralement retourné sa veste, et aujourd'hui, on l'a appris, a décidé de faire une demande d'adhésion accélérée à l'Union européenne. Donc vous imaginez bien que si l'Ukraine fait une demande accélérée d'adhésion à l'Union européenne, évidemment, du côté du Kremlin, ça commence à remuer un petit peu la queue. Et raison pour laquelle des contingents, des mobilisations de moyens militaires russes se sont regroupés à la frontière du Donbass, c'est-à-dire à l'est de l'Ukraine. Et le Kremlin a très clairement affiché que si jamais les militaires ukrainiens pénétraient dans la zone autonome du Donbass, eh bien, ça donnerait la légitimité à la Russie, puisqu'elle a signé un accord d'alliance avec les territoires autonomes du Donbass, de rentrer sur le territoire du Donbass pour défendre ses alliés. Donc vous comprenez que là, l'Ukraine, c'est un baril de poudre. C'est un baril de poudre pas seulement au sein même du pays de l'Ukraine, mais aussi au sein de la communauté internationale. Parce que ça relance évidemment la querelle entre l'Union européenne, sous couvert en coulisses évidemment de Washington, puisque l'Union européenne c'est l'OTAN, l'OTAN c'est les Américains, et en face évidemment la Russie. Et derrière la Russie c'est quoi ? C'est le monde multipolaire. C'est-à-dire que l'Ukraine est en fait un faux prétexte d'une guerre qui oppose la volonté essentiellement des Occidentaux à créer un monde unipolaire contre les dissidents que sont la Russie, la Chine, l'Iran, à vouloir un monde multipolaire. Sauf que le problème, c'est qu'évidemment, aujourd'hui nous sommes en pandémie, aujourd'hui nous sommes à vue d'un tsunami financier qui va nous tomber dessus tôt ou tard, et donc forcément il va y avoir des pertes et fracas. Et les pertes et fracas, eh bien aujourd'hui dans le monde occidental, le monde de la finance occidentale, a une volonté d'essayer de réformer ou d'installer un régime où ils vont pouvoir sauver un petit peu les meubles, leurs meubles. C'est le Grand Reset. Or, dans ce Grand Reset aujourd'hui, eh bien ça veut dire qu'il va falloir aussi inclure d'autres acteurs économiques essentiels à l'échelle mondiale, que sont la Chine, en priorité, et évidemment les autres acteurs en affiliation avec la Chine, que sont la Russie, l'Iran et un certain nombre d'autres pays de l'Asie, Asie du Sud-Est et Asie du Nord. Puisque, je rappelle, avec la Russie, c'est aussi un certain nombre de pays frontaliers de la Russie qui aujourd'hui traitent énormément avec la Russie. Du fait d'influence, du fait d'intérêts économiques et aussi de proximité d'intérêts économiques et sociaux. Donc, qu'est-ce que pourrait amener une guerre en Ukraine ? Allez savoir, il y a beaucoup de ramifications. La première ramification, c'est évidemment de mettre le risque d'une tension indirectement, ce qui est déjà le cas d'ailleurs avec l'Ukraine et ce qui a été le cas avec la Syrie, c'est-à-dire que, quand je dis indirectement, c'est-à-dire qu'il y a quand même eu des influences, il y a quand même eu des interventionnismes dans ces guerres, mais non directes, sachant que la Syrie, on a joué le prétexte de lutter contre l'État islamique pour, en effet, là, faire des interventions directes, c'est-à-dire voir les Américains, les Français, les Britanniques faire des bombardements, mais là, contre l'État islamique, et non pas contre le gouvernement et l'autorité de Bachar el-Assad. Indirectement, c'est qu'on a soutenu les rebelles contre Bachar el-Assad. Mais il est évident qu'aucune nation, aujourd'hui, occidentale, n'a déclaré la guerre à Bachar el-Assad. Sauf qu'avec l'Ukraine, si demain la Russie rentre en guerre contre l'Ukraine, qu'est-ce qui va se passer ? C'est là tout le problème. Qui on envoie ? Déjà, il faudra que l'ONU donne son feu vert. Donc ça veut dire que le Conseil de sécurité
donne éventuellement une recommandation à ce que l'on crée une alliance pour résoudre le problème ukrainien, ce qui serait renforcé évidemment par le fait que si Kiev réussit à intégrer l'Union européenne, et bien dans ce cas-là, l'Union européenne, dans ses traités, s'accorde à apporter un soutien à un pays membre de fait. Donc là, il y a une légitimité que la France envoie des militaires français en Ukraine pour lutter contre l'invasion russe. Est-ce que vous pensez qu'on va en arriver à ce point-là? Pas sûr. Pas sûr parce que il faut savoir que les mondialistes aujourd'hui sont parfaitement conscients que si on veut sauver leur modèle, les Russes et les Chinois sont des acteurs inévitables. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, avec l'Ukraine, en réalité, en coulisses, il y a un conflit d'intérêts majeur entre les intérêts géopolitiques et les intérêts mondialistes économiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les mondialistes sont en train de se rendre compte qu'ils ont créé un Frankenstein, mais que la bête risque de leur échapper. C'est-à-dire que, comme Frankenstein a réussi à s'échapper de l'emprise de son créateur. Et de ce fait, il est très difficile de voir ou d'entrevoir comment le problème ukrainien pourrait se résoudre. Parce que là, force est de constater qu'il y a derrière, très clairement, une volonté de Washington de vouloir réaffirmer son hégémonie. Je rappelle, pour ceux qui n'auraient pas suivi, les États-Unis d'Amérique est la première puissance économique, mais aussi la première puissance militaire, en matière de budget. Je dis bien en matière de budget, parce qu'en matière d'outils, on a pu constater que même en débarquant avec la fanfare, comme on dit en général, la cavalerie, sur le terrain, force est de constater que les interventions américaines ont été des échecs. Échec en Somalie, échec en Irak, échec en Afghanistan, puisque là, il y a toujours des accords qui sont en cours, avec ceux dont on a voulu se débarrasser, mais qu'on n'a pas réussi à se débarrasser, qui sont les talibans. Donc, les Américains aujourd'hui, tout seuls, ne peuvent plus faire de guerre. Ils sont obligés, ou alors faire des petites guerres, des petites interventions contre des pays sur lesquels forcément ils ont une supériorité militaire évidente, mais contre la Chine, il est très clair que les États-Unis ne peuvent jouer que au gros muscle, mais pas plus. Même un conflit ukrainien ferait en sorte que les Américains auraient nécessairement besoin de l'Union européenne. Or, l'Union européenne n'est pas équipée d'armée. Ce sont les pays membres qui peuvent éventuellement accepter, suivant un traité, un accord, de mettre en place un certain nombre de moyens militaires au service de l'Union européenne sous commandement de l'OTAN. Ou, ce qui peut se passer, c'est un scénario tout à fait possible, c'est que l'OTAN peut très bien passer au-dessus de l'Union européenne. Ça, c'est aussi un élément essentiel. Et par conséquent, ça poserait un énorme problème, ça rajouterait même un problème à l'Union européenne, de souveraineté, je dirais même de légitimité, même d'existentialisme. Si l'OTAN passe au-dessus de l'Union européenne, finalement, ne sert à rien. Donc c'est pour ça que vous voyez, il y a aussi un jeu de dupes. On n'est évidemment pas dupes, nous, de se dire que si jamais les Washington essaient d'avoir un accord de l'Union européenne pour éventuellement que l'OTAN fasse une intervention, il est évident que les européistes voteront les yeux fermés. De toute façon, je pense que là-dessus, tout le monde en est parfaitement conscient. Mais force est de constater que nous sommes dans une situation où, encore une fois de plus, ce qui ressort en coulisses, ce sont les conflits d'intérêts. Conflit d'intérêts au sein de l'Europe de voir des pays comme l'Allemagne, de ne pas forcément se couper de tout vis-à-vis de la Russie, parce qu'il y a aussi des intérêts économiques. La preuve, c'est que le Nord Stream,
qui est à quelques encablures d'être finalisé et permettre ainsi d'avoir une ressource de gaz russe à disposition, n'est pas négligeable. Les intérêts d'un certain nombre de pays, je dirais même des pays qui étaient profondément anti-russes, se rendre compte que leur positionnement géographique leur offre des opportunités d'avoir plus de facilité avec les Russes de commercer qu'avec d'autres pays. Force est de constater que certains pays européens se sont rendus compte avec le problème qui s'est posé à Suez récemment. Vous savez, ce bateau qui s'est échoué en travers. De se rendre compte que la Russie étant alliée avec la Chine, et que la Chine a cette volonté de construire et de développer sa nouvelle route de la soie, certains pays européens se disent, à moyen ou voire long terme, on a plus d'intérêt à jouer avec la Russie et la Chine que de continuer à être des petits toutous des États-Unis. Je rappelle que les Américains aujourd'hui essayent de vouloir envahir le marché européen de leurs produits. On n'en a pas entendu parler bizarrement, mais le fameux accord de libre-échange entre les États-Unis et l'Europe, pour l'instant il y en a avec le Canada, mais pour l'instant celui des États-Unis, le fameux TAFTA, tel qu'on l'appelait, faut savoir que si cet accord est mis en place, vous avez de fortes chances de voir en effet des produits américains venir conquérir le marché français, mais avec des produits qui ne sont pas manufacturés, qui ne sont pas fabriqués, ou qui ne sont pas produits aux États-Unis, mais produits en Asie. C'est-à-dire qu'en réalité, les Américains ne sont que des intermédiaires. Et ce que les Chinois ont parfaitement compris depuis le début. Et c'est pour ça d'ailleurs que les États-Unis, depuis quelques années maintenant, sont un peu fâchés avec les Chinois, parce que les Chinois ont dit « Mais attendez, vous les Américains, pendant des années, vous avez fait fabriquer chez nous pour ensuite revendre vos produits chez les Européens. Excusez-nous du peu, mais nous, on peut pas fabriquer les mêmes produits et les vendre directement aux Européens sans intermédiaire. » Vous voyez, c'est ça, c'est là qu'il y a... que tout d'un coup, les Américains sont... Eh putain, les Chinois, ils sont en train de nous la jouer à l'envers. Donc la seule solution pour les Américains de garder leur hégémonie, c'est d'avoir quand même une mainmise sur l'Europe. Une mainmise sur l'Europe pour pouvoir jouer des gros bras sur le plan géopolitique. Vous voyez, on est dans une situation où en réalité, ce n'est pas des questions de culture, ce n'est pas des questions politiques proprement dites qui sont en cause. C'est bien de la manipulation du monde de la finance, des mondialistes qui sont en train de jouer une partie d'échecs. Je vous le répète, entre cette volonté de construire un monde unipolaire et cette volonté de détruire ou de réduire ou de soumettre des pays qui veulent, eux, par contre, un monde multipolaire. Même si vous me admettrez que la Chine a une claire et très nette volonté de jouer plutôt un monde unipolaire. Mais un monde unipolaire dont ils seraient les maîtres, et pas les Américains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans toutes les querelles à venir sur le plan financier, économique comme géopolitique, dites-vous bien que la source première des problèmes, c'est manipuler l'opinion, manipuler les sensibilités, manipuler les connaissances, manipuler les cultures. Puisque je rappelle aujourd'hui, vous êtes certainement conscient, et d'ailleurs il suffit de naviguer sur YouTube pour s'en convaincre, vous avez beaucoup de jeunes générations qui aujourd'hui vous soutiennent des théories qui sont tout à fait le reflet des manipulations et du conditionnement, voire de l'endoctrinement à laquelle ils ont été soumis. Raison pour laquelle, d'ailleurs, on a légitimé aussi le fait de leur donner la possibilité de pouvoir vous insulter, voire utiliser des outils de cancel culture, de cancel, je dirais, de pression,
de pourrissement de votre existence numérique, de par vos chaînes YouTube, vos comptes réseaux sociaux, etc. Parce que c'est la seule réponse qu'ils ont face à des gens qui réussissent à les contredire, qui réussissent à exposer leurs propres contradictions. Et donc ce sont des petits soldats, ce que certains appellent des idiots utiles, mais c'est des petits soldats idéologiques qu'on a réussi à forger depuis des années, mais qu'on n'a pas vu venir. Certains les ont vus venir, sauf qu'aujourd'hui on en est à la deuxième génération. Donc ces petits soldats idéologiques, eux contribueront à vous faire punir si vous avez le malheur à un moment donné de poser les bonnes questions, ou de relativiser des situations, ou de recontextualiser des événements. Qui plus est, concernant la situation géopolitique actuelle. Il suffit de voir aujourd'hui la considération qu'ont des gens envers Vladimir Poutine. Aujourd'hui, quand vous dites Poutine, c'est presque limite une insulte. Quand vous dites Poutine, c'est exactement comme certains qui ont assimilé Donald Trump à Adolf Hitler. Ce qui est totalement excessif, ce qui est absolument absurde, ce qui n'a pas du tout comparaison à avoir. Mais à partir du moment où vous légitimez ça et que si jamais vous dites « Non, attendez, vous ne pouvez pas comparer Trump ou Poutine à Adolf Hitler, ça n'a rien à voir », eh bien, tout de suite on vous accuse d'être pro-Poutine ou d'être trumpiste. Non, c'est une question de relativiser les choses, de voir les choses suivant des points de vue, de remettre les choses dans leur contexte réel, et pas simplement de se cacher ou de se planquer derrière ses propres convictions parce qu'on est français, droit de l'homiste, humanité, république, démocratie, etc., que ça donne le droit d'insulter un chef d'État qui, force est de constater que s'il n'était pas arrivé au bon moment, peut-être que la Russie aujourd'hui serait une sorte de succursale détenue par des consortiums, par des mafias, par des oligarques au service de l'empire financier occidental. Un peu ce qui est devenu d'ailleurs l'ex-Allemagne de l'Est. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez une montée des nationalismes dans l'Allemagne de l'Est, c'est pas pour rien. C'est parce que les capitalistes de l'Ouest, quand il y a eu la réunification, se sont empressés de mettre la main sur tout ce qu'il y avait à vendre en matière de ressources, de production, de matières premières, d'exploitation de matières premières, de transformation, de sociétés ou de compagnies manufacturières, etc. Ils ont tout lapidé. Et en lapidant, évidemment, ils ont viré tout le monde. Puisque tout ce qui était fabriqué en Allemagne de l'Est, eh bien, était délocalisé. Et c'est bien qu'on s'est retrouvé avec des régions complètes où les gens se retrouvaient au chômage. Puis comme c'était souvent des ouvriers, donc pas forcément qualifiés, bah, les reconversions. Sauf que aujourd'hui, on en est à la deuxième ou troisième génération de ces Allemands qui se sentent complètement abandonnés, qui se sont sentis trahis par des régimes politiques ultralibéraux qui les ont sacrifiés. Et force est de constater qu'aujourd'hui, l'histoire nous apprend que c'est quand dans des peuples, on a des gens qui n'ont plus confiance envers le régime, voire même envers le système politique du pays, ou tout du moins ceux qui les représentent, ceux qui les font fonctionner, s'orientent vers des idées souverainistes, nationalistes, voire d'extrême droite. Avec toutes les manipulations, évidemment, que ça implique, qu'on soit bien clair. Toujours montrer du doigt les uns ou les autres, l'étranger, celui qui est venu piquer le pain, etc. Malheureusement, ça fait partie de tout le folklore, on va dire, des mouvements nationalistes. Même ça ne se fait pas la majorité. Mais les mouvements nationalistes, très souvent, oui, c'est la préférence nationale. Préférence nationale, au détriment d'une certaine cohérence, d'une certaine intelligence sur ce que l'on pourrait définir de préférence nationale, j'aurais plutôt le culte de la nationalité, de l'origine, etc. Donc avec tout ce qui implique derrière de racisme, antisémitisme, etc. Alors que
aujourd'hui, il y a eu des brassages de cultures qui font que, comme en France, nous avons des Français musulmans qui sont bien plus patriotes et bien plus citoyens que certains Français eux-mêmes qui sont Français de souche. Tout comme on a aux États-Unis, c'est ce qui ressort aujourd'hui, puisque là on est en train de focaliser, de mettre les projecteurs sur le racisme asiatique. Tout comme aujourd'hui, vous avez, je rappelle, au XIXe siècle, il y a eu beaucoup d'émigrations chinoises, dont beaucoup de Chinois qui ont participé aux constructions des voies ferroviaires. Aujourd'hui, vous avez des Chinois, enfin des Américains, ce qu'on appelle les Sino-Américains d'ailleurs, des Sino-Américains qui sont plus américains que les Américains blancs. Et qui d'ailleurs ont une visibilité beaucoup plus accrue aujourd'hui qu'au même niveau que les Afro-Américains. Ce qui fait d'ailleurs une petite guéguerre d'ailleurs, parce que les Afro-Américains se considèrent être beaucoup plus légitimes d'être mis en avant que les Sino-Américains, parce qu'eux ont été victimes de l'esclavage, etc. Donc il y a un aspect de privilège qui est aujourd'hui menacé, on va dire, par d'autres minorités aux États-Unis, dont d'ailleurs les Mexicains, les Hispaniques, voire même les Indiens. Il faut savoir que les communautés indiennes, hindouistes sont de plus en plus importantes. C'est pas pour rien, si vous observez aujourd'hui un certain nombre de séries américaines, vous allez vous rendre compte qu'il y a souvent des Indiens. Il y a une représentation des minorités indiennes. Dois-je vous rappeler cette fameuse série Big Bang Theory? Il y a un Indien. Cette série 70s, il y a un personnage d'origine indienne. Dans beaucoup de films aujourd'hui, surtout les comédies, il y a toujours des Indiens représentés. Voire même aujourd'hui dans les blockbusters américains, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit de plus en plus d'Asiatiques. C'est pas pour rien. Et force est de constater que, en effet, sur le plan intellectuel, alors là pareil, ça en Europe on n'en parle pas trop, en France on essaie de calmer un petit peu le jeu parce que ça serait trop révéler une réalité, on va dire, ethnique en matière de niveau intellectuel. Aux États-Unis, par contre, ça là-dessus, ça existe, hein, il y a des études qui sont faites, on a constaté que les Asiatiques avaient un niveau intellectuel moyen plus élevé que les Blancs. Sentez bien là que ça grince dans les oreilles des conservateurs suprémacistes blancs. Donc là, en fait, doit-on changer un petit peu le gouvernail hein, on disait avant les suprématistes étaient antisémites. Aujourd'hui, les suprémacistes sont anti-black. Bientôt, les suprémacistes vont être anti-asiatiques. Bah oui, normal. Si les Asiatiques sont plus intelligents que les Blancs, ça ne va pas le faire. Donc tout ça pour dire que, en plus des manipulations, en plus de l'endoctrinement, parce que là aujourd'hui je pense qu'on peut utiliser ce terme en matière d'éducation nationale, de l'endoctrinement, surtout avec des professeurs très affichés de gauche, très droit de l'homiste, etc. Force est de constater que malheureusement, ils réussissent à propager leurs idées sur des gamins qui, en grandissant aujourd'hui, sont convaincus de la véracité, de l'authenticité, de l'humanisme de la chose. Donc tout ça, en résumé, je dirais, ça ne nous promet pas des jours heureux, à proprement parler, excusez-moi. Même si localement, on peut espérer ne pas avoir de réelles conséquences, quoique des conséquences, il va y en avoir, forcément. Pour vous donner un exemple, je suis désolé, je sais que ça fait plusieurs vidéos que je dis que je prépare la seconde partie du fameux Covid-19, Grand Reset du livre de Schwab. Il y a tellement de thématiques que je ne peux pas faire toutes les thématiques ce qui reste du livre. Il faut que je fasse vraiment un condensé, parce que sinon ça ferait une vidéo de 2 heures. Mais ça rejoint un petit peu ce que je disais dans un certain nombre de vidéos, et pour vous donner une anecdote sur le fait que les changements vont de toute façon se produire, tant à l'échelle géopolitique, tant à l'échelle économique mondiale, tant aussi dans notre quotidien. J'ai une personne qui travaille aujourd'hui chez elle,
qui vient de recevoir un mail de des plus hautes autorités, hein, de la DG, de la Direction Générale, suite une sorte de bilan d'activité de début d'année. Et force est de constater qu'ils sont très contents, ils ont le sourire, parce qu'ils se rendent compte que le fait que les gens travaillent chez eux, eh bien finalement, il y a moins de distractions que quand on travaille dans une entreprise, c'est-à-dire dans des bureaux, etc. Et ils se rendent compte que les gens sont plus productifs. Alors, ça ne veut pas dire tout le monde, parce qu'il y aura toujours un problème où certaines personnes qui travaillent chez elles manquent totalement de discipline dans leur travail, etc. Donc, manque de productivité, mais dans ce cas-là, ils sont en train de réfléchir sur des stratégies, sur des protocoles à mettre en place pour faire de la supervision digitale, on va dire, sur justement les salariés où il peut y avoir des problèmes de productivité. Mais globalement, ils se sont rendus compte que les gens sont plus productifs. Et du fait qu'ils sont plus productifs, eh bien, au bout de 3 mois, ils ont déjà explosé les objectifs, les budgets, on va dire, d'objectifs. Donc évidemment, ça renforce l'idée à la fois que M. Schwab parle dans son livre, comme la suggestion de M. Macron lors de sa dernière intervention qui parlait de systématiser le travail à la maison. Ce n'est qu'une partie, mais genre c'est un glaçon qui émerge au-dessus du niveau de la mer avec en dessous mais un énorme iceberg de conséquences. Et en matière de géopolitique, ce qui est en train de se passer en Ukraine, je dirais, va devoir être énormément observé et analysé parce que on n'est pas dans une situation où ça peut générer un conflit classique, traditionnel, conventionnel, parce que derrière, il y a énormément d'enjeux politiques, géopolitiques et surtout économiques. Comme je vous l'ai dit, beaucoup de pays européens, beaucoup de mondialistes, beaucoup de gens de la finance sont conscients que de toute façon, on ne pourra pas sortir de l'ornière d'une crise économique mondiale si on se fait de la Chine et de la Russie des ennemis. On sera obligé de travailler avec eux. Ce seront des acteurs incontournables, surtout la Chine, vu ses ambitions. Donc c'est pour ça qu'un certain nombre d'économistes aujourd'hui jouent plus la carte de dire attention, il vaut mieux être partenaire avec la Chine tout en essayant de préserver, de faire un petit peu de protectionnisme contre justement leur invasion. Parce que même si aujourd'hui en France on va plutôt chercher les richesses du Golfe, force est de constater qu'aujourd'hui la Chine est en train de s'installer confortablement en France et plus particulièrement de racheter du patrimoine français. Je rappelle qu'aujourd'hui la Chine est le pays qui est le plus gros détenteur de dette française. Donc vous comprendrez bien que, vu que c'est le pays qui quand même nous empêche de tomber dans le trou d'un défaut de paiement, on ne va pas jouer, on ne va pas pinailler. On va quand même plutôt être complaisant, plutôt être consensuel avec eux. Donc on va plutôt leur ouvrir des portes. Sauf que y a un moment où, si demain on se retrouve dans les supermarchés à acheter du vin français, mais qui n'est plus français parce que le propriétaire est chinois, c'est un peu comme ce qui se passe aux États-Unis, c'est quand vous allez voir un film chez AMC, qui est le premier groupe d'exploitation cinéma américain, et en fait vous n'allez plus dans un cinéma américain, vous allez dans un cinéma qui appartient à un Chinois. Tout comme d'ailleurs les Américains aujourd'hui ont vu sur le marché de l'automobile, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas su à un moment donné être réactifs, ils n'ont pas su réagir en voyant débarquer Toyota, Honda, Hyundai, Kia, je ne sais quelle autre marque encore japonaise ou coréenne ou chinoise. Si bien qu'aujourd'hui sur les autoroutes, on peut faire le calcul très rapidement, c'est moins de moite. Vous pouvez voir autant de marques américaines
Et le reste, l'autre moitié, c'est que des voitures asiatiques. Et encore, il y a une particularité aussi aux États-Unis, c'est que très souvent on voit des voitures sur le bas-côté de la route qui attendent d'être dépannées. Je dis bien attendent d'être dépannées parce que très souvent ce sont des gens qui n'ont plus les moyens de se faire dépanner, ou qui sont c'est des voitures qui sont récupérées par les fourrières. C'est très souvent des voitures américaines. C'est très rarement des voitures asiatiques. Heureusement, il y en a certains comme Ford, comme Chrysler, comme Dodge, comme quelle autre marque américaine, c'est quand même formidable que j'arrive pas à me souvenir des essentiels. General Motors, évidemment, essaie de faire des efforts sur certains de leurs modèles, de faire des modèles de qualité, parce que malheureusement, c'est ce qui pose problème. C'est que oui, vous avez des gros trucks, etc. Sauf que le problème, c'est des bagnoles qui tombent rapidement en panne. Il y a toujours des merdes, toujours des problèmes électriques, des problèmes avec le cerveau moteur, des problèmes d'injection, des problèmes de batterie, enfin... Donc, ça, les Chinois aujourd'hui, ils l'ont très bien compris. Aujourd'hui, la Chine a compris qu'elle ne peut pas se permettre aujourd'hui de produire des produits de merde, obsolescence programmée et tout le team, parce que c'est pas comme ça qu'elle va réussir à conquérir les marchés. Aujourd'hui, elle a tout intérêt à mettre sur le marché des produits fiables. C'est-à-dire casser cette réputation, casser cette légende, parce qu'aujourd'hui on peut parler de légende, hein, que ce qui vient de Chine, c'est de la merde. Je ne parle pas des produits, des petits produits qui sont vendus à 2 $, 5 $ dans les... Évidemment, ça, c'est des produits, c'est des produits qui ont la qualité de la valeur de ce qu'ils ont sur le marché. Il est évident que si vous achetez une tondeuse, si vous achetez une cafetière qui est fabriquée en Chine, qui vous a coûté que 20 €, il y a des chances qu'elle vous pète entre les mains d'ici 1 ou 2 ans, plutôt qu'une cafetière de marque que vous allez payer 200 ou 300 €. Et encore, aujourd'hui, force est de constater que souvent, ce qu'on paye cher, on paye plus la marque que la qualité du produit. Ça aussi, à mon avis, ça va commencer un petit peu à changer. À savoir qu'aux États-Unis, il y en a qui commencent à revenir à d'anciens dogmes de fabriquer des produits qui durent. Aujourd'hui, aux États-Unis, vous avez des Américains qui sont en train d'être demandeurs, par exemple, de frigos, comme ils en fabriquaient il y a 50 ans, c'est-à-dire des trucs robustes, des trucs qui durent. Et ça va être des marchés à exploiter. Sauf que, évidemment, les mondialistes, ils n'aiment pas trop ça parce que c'est moins de chiffre d'affaires. On produit moins. On va vendre peut-être plus sur une période des produits de qualité, mais les gens changeront de moins en moins de produits. C'est d'ailleurs ce que Schwab dit un petit peu dans son livre. C'est que justement, c'est un modèle économique sur lequel il va falloir revenir, mais générer d'autres marchés derrière. Mais le problème, c'est qu'il va falloir convaincre les industriels. Et ça, c'est pas gagné. Et si jamais la Chine, elle comprend ça, vous imaginez le massacre que ça va être. Parce que les Chinois, eux, vont commencer à vous fabriquer des produits que vous allez pouvoir garder 10 ou 15 ans, alors que les marques françaises, américaines, allemandes, etc., eux, ils vont fabriquer des trucs encore avec de l'obsolescence programmée. Il suffit de voir le marché aujourd'hui des portables. Apple commence à tirer la langue. Parce que, à force de produire des concepts, en effet, peut-être de qualité, mais le problème, c'est que Apple, ça fait depuis 20 ans qu'ils n'ont rien innové. Chaque année, ils nous sortent un iPhone, mais c'est le même iPhone qu'il y a 20 ans, avec une puce plus puissante, avec plus de mémoire, avec plus de gadgets. Mais où est l'innovation? Il n'y a pas d'innovation dans leurs produits. Vous avez par contre, chez les marques japonaises, chinoises, coréennes, etc., ils essaient d'innover. Les écrans, vous savez, les écrans qui se plient.
Il y a plein d'autres aujourd'hui technologies qui sont en cours d'expérimentation, etc. Sauf qu'on a l'impression qu'Apple, ils sont un petit peu à la ramasse. Donc il va y avoir un moment, un jour, les actionnaires d'Apple, tiens, bon, dites Apple, vous êtes gentil de nous sortir des Apple tous les ans avec des gadgets qui justifient de rajouter 100 ou 200 $ de plus, alors que vos trucs, vous les fabriquez en Chine et que ça vous coûte que 50 $ à fabriquer. Votre modèle, à un moment donné, il ne va plus être viable. Donc là, vous voyez, c'est une des conséquences de tout ce qui va arriver, de tout ce qui va advenir à l'avenir. C'est-à-dire une guerre de l'ancien monde contre le nouveau monde. Sauf que le nouveau monde, c'est un nouveau monde qu'on veut installer avec profit, contre un ancien monde qui lui aussi veut toujours garder le profit, mais au profit avec des anciens modèles. Des anciens modèles économiques, des anciennes religions économiques, mais qui vont forcément, de toute façon, dans la période post-pandémique, qui vont forcément évoluer. Donc c'est pour ça, et là je reviens à l'Ukraine, que si aujourd'hui l'Ukraine, il y a des gens qui vous disent attention, il risque d'y avoir une guerre, etc., à un moment donné, il faut réfléchir à se dire oui, mais quel intérêt on a de faire une guerre là-bas ? Pour éviter d'empêcher les Russes, les méchants Russes, d'envahir l'Ukraine. Il y a un moment donné où on va dire mais non, c'est ridicule. Il y a un moment donné où on va dire mais les Ukrainiens ils sont bien gentils, mais si on veut installer un nouveau modèle pour préserver notre empirisme mondialiste, les Ukrainiens, il va falloir les soumettre tôt ou tard, comme on essaie de soumettre les pays européens. Donc, je pense que l'Ukraine, en effet, va falloir suivre un petit peu l'évolution des événements sur ce pays. Je ne suis pas forcément convaincu que ça va déboucher sur une guerre, parce qu'il n'y a aucun intérêt. Ça serait du perdant-perdant, de toute façon, des deux côtés. En revanche, dans la petite guerre géopolitique, on va jouer les gros bras. Comme actuellement, on joue les gros bras dans le Pacifique entre les Américains et les Chinois, comme en ce moment on joue les gros bras en Europe contre la Russie, alors que même au sein de l'Europe, il y a quand même des pays qui disent « ouais mais attendez, nous on a des intérêts quand même avec la Russie, donc arrêtez quand même de foutre un petit peu le bordel ». Vous voyez, tout est conflit d'intérêts aujourd'hui, et qui plus est dans une situation où, je vous le redis et vous le répète, il y a un tsunami de crise économique qui est en train de nous arriver dessus, avec toutes les conséquences qu'il va y avoir. Donc si vous n'êtes pas dans un état d'esprit de dire « va falloir que je change mon modèle de consommation, mon modèle de vie, va falloir que je prenne des perspectives, me préparer à ce qui va arriver », eh bien vous allez en prendre plein la gueule. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez à la télévision tous ces gens qui jouent avec les bons sentiments, avec l'émotionnel, revenir au monde d'avant, etc., ces gens-là vous mentent. Ces gens-là sont en train de vous arnaquer. C'est-à-dire qu'ils sont en train de prendre votre émotionnel de ce que vous avez connu avant la pandémie, avec tous les plaisirs, les divertissements, etc., alors que vous n'allez pas retrouver ça. Vous allez retrouver un autre modèle de divertissement, une autre façon de prendre du plaisir, de jouer avec vos plaisirs. Quand je dis plaisir, ce n'est pas plaisir charnel, c'est plaisir au sens large du terme. Alors qu'en réalité, ce sont les premiers à savoir que non, on ne reviendra jamais au monde d'avant. Il va falloir s'adapter et adapter et imaginer le monde de demain. Un monde de demain qui n'a pas fini d'être en mouvement quand la crise économique va nous tomber dessus. Parce qu'il va y en avoir une. Elle est déjà là. Sauf qu'on essaie un petit peu de planquer tout sous le tapis, sous couvert de planches à billets, d'aides financières, de subventions, d'aides sociales, etc. On commence à parler aussi du revenu universel, etc. Mais le revenu universel, il faut le financer, quelque part. Parce que c'est pareil, c'est toujours tous ces gens-là qui vont voir pleurer dans les jupes de l'État en disant on veut des aides, on veut être aidé, on veut de la subvention, etc. Il y a un moment donné où l'État, il faut dire attendez, on ne peut pas avoir du crédit illimité. Si on fait du crédit limité et qu'on admet le crédit limité, monétairement, on va le payer.
Je rappelle, la guerre monétaire aussi, elle est là. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'économistes qui sont dans la perspective de se poser la question à quel moment le dollar va finir à la poubelle. C'est pas de savoir si ça va arriver, parce que ça va arriver. La question aujourd'hui, c'est quand ça va arriver. Est-ce que ça va arriver demain? Est-ce que ça va arriver dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans? Pour l'instant, on n'a pas d'éléments pour pouvoir se faire une projection du moment où les États-Unis vont passer à la trappe. Parce qu'elle passera à la trappe, l'Amérique. Aujourd'hui, c'est... Soit la Chine connaît un événement tragique qui va détériorer complètement son système économique, et là, dans ce cas-là, les États-Unis, en effet, peuvent reprendre le dessus et reprendre son hégémonie économique en tant que puissance. S'il ne se passe rien de particulier en Chine, la Chine va continuer sur sa lancée et elle va même doubler, voire tripler la vitesse. Donc il y a un moment donné où comme dans Highlander, il ne peut en rester qu'un. Il n'y aura pas d'ex-aequo. Surtout les Chinois, comme les Américains, ne sont pas des partageurs. Eux, ils veulent être les premiers. Donc vous imaginez bien les conséquences quand vous avez aujourd'hui des gens qui cherchent à faire de la réserve en dollars et que d'autres sont en train de se dire peut-être qu'on va se débarrasser du dollar, on va peut-être prendre autre chose. Ce que la Russie est en train de faire d'ailleurs. La Russie est en train de se dédollariser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle est en train de réinvestir soit dans de l'or physique, ou soit dans d'autres matières premières. En matière de devises, pour l'instant, c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a aucune devise refuge internationale qui existe. Il n'y a que juste d'autres devises qui éventuellement sont des devises relativement stables, comme le florin, comme la couronne suédoise, etc. Mais c'est que du court terme. En matière de valeur aujourd'hui, sûre que vous pouvez risquer de ne rien perdre, c'est l'or. L'or, l'argent. Éventuellement les matières premières, mais les matières premières, malheureusement, c'est un secteur qui est complètement bouché, qui est saturé, qui est verrouillé de A jusqu'à Z. C'est-à-dire que, même aujourd'hui, si vous voulez monter une petite compagnie et acheter du baril de pétrole, bon courage. Vous allez avoir du mal. Vous voyez? Si ce n'est passé par les marchés. Mais les marchés, c'est pareil. Les matières premières aujourd'hui, c'est plus ce que c'était avant. Preuve en est, c'est que l'un des leaders sur le marché des matières premières, qui était la JP Morgan, je crois que c'est en 2014-2015, la JP Morgan a fini par vendre son département matières premières, parce que ce n'était plus suffisamment rentable, il n'y avait pas suffisamment de rendement. Parce que, l'économie mondiale se tassait. On a pu, en effet, atteindre des sommets en matière de marché boursier, etc. Mais c'est du vent. C'est de l'illusoire. C'est de la spéculation. Spéculer sur, même des fois, ce qui n'existe pas. Comme Tesla, par exemple. La valeur de Tesla aujourd'hui est extrêmement surévaluée par rapport à ce qu'elle produit, par rapport à ce qu'elle détient sur le marché de l'automobile aujourd'hui et peut partie du marché électrique. Je veux dire, en matière de production à l'échelle internationale, excusez-moi, mais Tesla, ça ne représente rien. Mais en revanche, c'est un investissement à long terme parce que c'est de la voiture électrique. Donc comme on est dans des politiques écologiques, protection de l'environnement, militantisme sur la voiture électrique, etc., donc forcément, Tesla est assez avant-gardiste sur la question, donc forcément, on va investir là-dessus, comme d'ailleurs dans les années 80 et 90, vous avez beaucoup de gens qui ont investi sur les technologies, qui ont investi sur Google, alors que personne ne connaissait Google, qui ont investi sur Apple, alors que Apple à l'époque traînait vachement la patte sur le marché. Sauf que le jour où Apple a fini par sortir son, pas le Macintosh, mais je ne me souviens plus du nom, vous savez, ça ressemblait un peu à une bulle, c'était un micro-ordinateur. Bon là, ça commençait un petit peu à revenir sur le marché. Donc là, évidemment, ceux qui avaient gardé leurs actions Apple, ils étaient tout contents parce que l'action Apple, elle a commencé à remonter. Bon, quand il a présenté l'iPod, etc., là, c'était merveilleux. Là. Il y en a qui se sont foutus plein les poches à l'époque.
Mais aujourd'hui, il y a tellement d'enjeux, tellement d'arrivisme, tellement d'envie d'hégémonie, tellement de puissance qui se font la guerre pour maintenir les marchés, pour détenir les pouvoirs, pour détenir les leviers, que finalement, une guerre en Ukraine n'a strictement aucun intérêt, si ce n'est jouer en effet la politique, oui, mais lui c'est le gentil, et nous on est les gentils, lui il est le méchant. Oui, sauf qu'aujourd'hui, ça ne suffit pas pour engager des conflits, dans lesquels d'ailleurs on a déjà fait des conflits, et quand on voit les résultats et les bilans, c'est une véritable catastrophe. En plus de ça, avec les ambiguïtés de nationalisme, de néonazisme qu'il y a au sein du paysage politique ukrainien, qui joue plutôt l'opportunisme vis-à-vis de ces gens-là, parce qu'ils représentent une portion de la population très infime, mais avec une certaine influence. Et donc, quand on a de l'influence, on est forcément intéressant à avoir dans la poche politiquement. Ce qui est quand même formidable, d'ailleurs, c'est que ce qu'on a reproché à Donald Trump quand on lui a reproché de ne pas condamner les suprématistes blancs, l'Union européenne, aujourd'hui, joue l'hypocrite de ne pas dénoncer que le président ukrainien joue un petit peu des coudes avec aussi des membres du Parlement ukrainien, avec les mouvements nationalistes néo-nazis. Vous voyez, donc, faites pas ce que je dis, non, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Non, ça ne fonctionne plus comme ça aujourd'hui. Il y a un moment donné où les choses se voient, où les choses apparaissent. Voilà pour cette vidéo concernant l'Ukraine. Petit retour sur ce qui s'est passé concernant ces fameux dîners clandestins. Je pense que vous avez tous rigolé sur l'intervention de Chalençon, sur le fait qu'il expliquait que c'était normal ce qu'il faisait parce qu'il voulait promouvoir l'année de la célébration de la mort de Napoléon, donc il a fait revenir une collection qu'il avait prêtée, qui est revenue un petit peu en retard, etc. Donc il fait des dîners comme ça pour promouvoir, etc. Mais ça n'a... En fait, le mec, il est en train de t'expliquer que lui, il a le droit d'organiser ça parce que il défend le patrimoine, il défend Napoléon, etc. Non. Parce que par ton scandale, c'est aussi les autres dîners clandestins qui sont organisés pour l'élite, au détriment des règles et des lois sanitaires qui sont imposées aux Français. Il est là le problème. C'est pas toi en particulier. Toi, tu as déconné parce que tu as trouvé le moyen de faire ça le 10 mars. Hein, d'ailleurs, les photos ont été supprimées du site, mais elles sont toujours disponibles sur le cache de Google, en archive. Ne dis pas que c'était juste... C'est limite, il va expliquer que c'était une petite fête entre amis, hein, c'était privé, donc ça mange pas de pain, ça fait pas de mal à personne. Sauf que M6, la chaîne M6, elle soutient sa rédaction dans ce qu'elle a révélé dans le reportage. Et aujourd'hui, le gros souci du gouvernement, c'est de faire en sorte que personne ne sache qu'il y avait peut-être en effet un ministre qui était présent. Alors lequel, on ne sait pas, il n'y a pas de noms qui sont donnés. Donc c'est pour ça que là, ils sont très emmerdés sur les réseaux sociaux par ce fameux hashtag « on veut des noms », parce que il y a une pression qui est en train de s'exprimer aujourd'hui dans l'opinion, et également sur les réseaux sociaux. La preuve, c'est qu'il y a même des gens qui se sont réunis devant l'immeuble de ce fameux lieu de convivialité privée, comme il dit, qui est obligé d'ailleurs l'intervention des autorités pour calmer un petit peu le jeu. Enfin, on n'a pas fini d'en parler de cette affaire. Pour le moment, protégez-vous, portez-vous bien, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.